Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième webinaire des clés pour agir de notre saison thématique Engager sa PVD dans un projet de santé global. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un autre temps d'échange dédié cette fois aux outils mobilisables pour intégrer les enjeux de santé environnementale dans les politiques d'aménagement des petites villes. Puisque aujourd'hui, penser et mettre en œuvre l'urbanisme sous le prisme de la santé environnementale est d'autant plus actuel et important face aux impacts croissants du changement climatique sur la santé des habitants. Aujourd'hui, de nombreux acteurs, donc collectivités, agences, associations et institutions s'engagent pour faire de l'urbanisme un levier de santé publique. Et c'est ce que nous allons avoir l'honneur de découvrir et d'approfondir pendant ce webinaire, en espérant que ces rencontres virtuelles puissent inspirer des retours d'expériences concrets et des dispositifs d'aménagement opérationnels par la suite. Pour ce webinaire, on va commencer par un temps consacré à une introduction et à une contextualisation scientifique de l'urbanisme favorable à la santé, avec l'intervention de Anne Rouet-Legal, qui est enseignante, chercheuse et spécialiste de la question de l'urbanisme favorable à la santé à l'École des hautes études en santé publique. On aura ensuite un second temps dédié plutôt à ce moment-là aux réalisations concrètes d'aménagement urbain favorable à la santé, avec l'intervention de deux chefs de projet Petites Villes de demain. Premièrement, Julien Aumont de la commune de Dinan, puis Valentin Coll de la commune de Lamure. On verra un petit peu à ce moment-là les questions de renaturation, de traitement des îlots de chaleur et des actions de requalification des espaces publics en lien avec l'urbanisme favorable à la santé. Et on clôturera ce webinaire avec la présentation d'un tandem qui a travaillé ensemble. Donc on aura l'honneur de pouvoir assister à la présentation du CAUE du Loir-et-Cher, représenté par Bastien Bourget, qui est architecte chargé d'études urbanisme favorable à la santé au CAUE de Loir-et-Cher, en tandem avec Madame la maire de Bracieux, PVD, qui travaillera sur la désimperméabilisation d'une cour d'école. Donc voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Anne Rouet-Legal pour la première intervention de ce webinaire. Vous travaillez donc à l'EHESP sur les questions de santé environnementale et vous vous intéressez plus précisément à l'urbanisme favorable à la santé dans ce cadre-là. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup pour l'introduction. Donc effectivement, je m'intéresse depuis maintenant quelques années à la thématique de l'urbanisme favorable à la santé, notamment à travers un collectif que l'on a initié en interne à l'EHESP et en collaboration avec pas mal d'acteurs du territoire, aussi bien local, régional, national et aussi international. Donc mon objectif là, en quelques minutes, c'est de vous donner des éléments de cadrage de ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé, d'où ça vient. Donc si vous pouvez passer la prochaine slide. Du coup, alors ça ne passe pas pour moi, voilà. Donc en résumé, déjà retenir que l'urbanisme favorable à la santé, donc l'acronyme UFS, c'est vraiment une démarche qui vise à repositionner les choix d'aménagement et d'urbanisme comme des facteurs clés du bien-être, de la santé, de l'environnement et du climat. Et un message clé aussi derrière, c'est que c'est une démarche qui engage tous les acteurs du territoire, des secteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement et de l'urbanisme. Un point aussi important à retenir, donc juste avant, c'était de bien se rappeler que quand on parle d'urbanisme favorable à la santé, on s'intéresse aussi bien aux territoires urbains qu'aux territoires ruraux. Alors, d'où vient l'urbanisme favorable à la santé? Donc, c'est un concept qui n'est pas nouveau puisqu'il a été initié par le réseau des villes santé de l'OMS à la fin des années 80, donc en 87, avec la naissance du réseau. Et les grandes lignes de ce concept ont été consignées dans un guide porté par l'OMS et l'équipe de Barton et Tourou en 2000 et qui viennent déjà donner un certain nombre de clarifications de ce que c'était. Et ce premier document de cadre a permis de faire au niveau international engager pas mal de municipalités dans des démarches d'urbanisme favorables à la santé. Donc en France, donc en parallèle de ça, la communauté scientifique s'est pas mal aussi structurée. Et aujourd'hui, en fait, on dispose de données probantes, de données scientifiques qui prouvent et qui montrent comment l'aménagement, l'urbanisme peuvent influencer la santé de façon négative ou positive. Donc en France, on peut quand même marquer le réinvestissement du sujet à partir des années 2010
notamment à la suite du Grenelle de l'environnement. Je ne détaille pas tout ça, mais en tout cas, c'est à partir du début des années 2010 que l'on réinvestit ce sujet en France. Et c'est notamment à partir de cette époque que, à l'EHESP, en fait, on a initié les travaux de recherche d'expertise sur ce sujet-là, largement soutenus par nos ministères, donc le ministère de la Santé. Euh, Nous avons été rejoints par le ministère de l'Environnement, puis aussi par l'ADEME à partir des années 2017. Donc, les travaux nous avons conduits à l'EHESP depuis bientôt 15 ans, en étroite collaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout un panel d'acteurs de, de différentes disciplines et de différents secteurs, ben, ça nous a permis de poser les bases d'une définition de ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé à l'échelle nationale et de pouvoir donc mettre à disposition, donc depuis récemment, donc une page web qui vient apporter les éléments de cadrage et de définition de communes de ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé. Sur la prochaine slide, je résume, pour ne pas rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir de ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé. Et dans les grandes lignes, on peut dire que agir pour un urbanisme favorable à la santé, ben, ça correspond à mobiliser les politiques d'aménagement et d'urbanisme pour venir agir sur un large panel de déterminants de santé en mobilisant différents outils et méthodes quanti et quali et en mobilisant différents acteurs de différentes disciplines dans l'objectif d'encourager l'élaboration de projets d'aménagement et d'urbanisme qui minimisent l'exposition des populations à des facteurs de risque, tels que l'exposition à la pollution de l'air, nuisances sonores, îlots de chaleur urbains, isolement social, etc., et qui encouragent, favorisent l'exposition des populations à des facteurs de protection tels que la pratique d'activité physique, l'accès aux soins, l'accès aux espaces verts, aux espaces de rafraîchissement, etc., etc. Donc, on s'inscrit vraiment pas que dans l'approche du risque, mais aussi dans ce qu'on appelle en fait la promotion de la santé. Prochaine slide. Donc, au regard de cette définition, en fait, on peut résumer en disant que l'UFS concerne de nombreuses politiques et initiatives à l'échelle des territoires. Ça peut concerner un certain nombre de documents de planification, Stradet Scott, des documents d'urbanisme ou des outils de planification stratégique, mais encore aussi tout un panel d'opérations d'aménagement ou d'initiatives telles que l'aménagement des cours d'école, d'espaces publics, d'espaces verts, des EHPAD, des hôpitaux, etc., avec l'objectif d'intégrer dans le développement de ces projets les questions de santé avec pour objectif d'anticiper, en fait, de questionner les impacts sur la santé, l'environnement, le climat avant la réalisation de ces projets. Vous avez illustré ici quelques exemples d'initiatives, mais on en verra tout à l'heure, donc on pourra y revenir si besoin. Si on continue, du coup, de rappeler aussi que finalement, on a mis à disposition, alors quand je dis on, c'est piloté par un certain nombre de projets de recherche, mais c'est vraiment l'ensemble des acteurs du territoire qu'on a aussi impliqués dans nos travaux. Et aujourd'hui, quand même, on peut dire qu'on dispose d'un certain nombre d'outils et de méthodologies et de cadres qui nous aident, en fait, qui visent à accompagner l'ensemble des territoires dans des démarches d'urbanisme favorables à la santé. Et je dirais que le point en fait important aussi à retenir, c'est que ces outils visent à mettre en œuvre les principes clés de ce que porte l'urbanisme favorable à la santé et que je rappelle dans la slide juste d'après, qui rappelle que donc les deux principes clés de l'UFS, le premier, c'est vraiment la volonté d'aborder la question de la santé à travers un cumul d'exposition à des facteurs de santé qu'on appelle en santé publique des déterminants de la santé, que vous voyez ici structurés autour de 4 grandes catégories, de l'environnement physique, du cadre de vie, de l'environnement socio-économique et aussi des facteurs individuels. Et le deuxième principe, c'est vraiment du coup le fait de porter de considérer nos territoires de vie, donc des territoires dans lesquels les populations évoluent, avec une approche intégrée des enjeux santé, environnement, climat. Donc en synthèse, on peut dire qu'on vise à porter une approche par les co-bénéfices santé, environnement, climat. Prochaine slide. Donc, en synthèse encore, on peut retenir que l'UFS, c'est une approche par les déterminants de santé, facteurs de risque, facteurs de protection, et par les co-bénéfices santé, environnement, climat, avec pour finalité promouvoir la santé et le bien-être des populations, avec une attention particulière aux inégalités de santé. Déjà, le fait de le questionner,
Ça permet de les objectiver et en tout cas de ne pas venir aggraver des situations d'inégalité de santé. Ça vise également la préservation des écosystèmes, donc de tenir compte aussi des impacts de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité. Et enfin, on s'inscrit aussi depuis quelques années aussi à réadapter les outils pour pouvoir aussi mieux mettre en lumière les enjeux liés au changement climatique avec du coup un encouragement à s'inscrire dans des stratégies, nos actions, nos choix, euh, inscrire nos choix d'aménagement en phase avec les stratégies d'atténuation et d'adaptation. Ainsi, on peut dire aussi qu'on s'inscrit, en tout cas, on cherche à s'inscrire dans l'approche qu'on appelle une approche une seule santé ou en else, à travers la reconnaissance de toutes ces interactions des santé et aussi la volonté de porter, finalement, pour mettre tout ça en œuvre, une approche interdisciplinaire et intersectorielle. Donc, pour terminer ma présentation, je dirais que du coup, j'ai sélectionné quelques messages clés et enjeux que je peux voir du coup dans nos pratiques et en lien avec nos échanges avec les acteurs du territoire. Déjà, on constate qu'il y a les initiatives du FS se multiplient à l'échelle du territoire, dans les différents territoires nationaux. C'est porté notamment par différents documents cadres à l'OMS, par la stratégie de l'OMS sur la santé urbaine, mais également au niveau national, puisque l'UFS est aujourd'hui inscrit dans des plans nationaux de type plan national santé-environnement, qui sont déclinés au niveau régional dans les plans régionaux santé-environnement. On peut retrouver, pas exhaustif, hein, mais on peut aussi retrouver de plus en plus d'actes urbanisme favorable à la santé dans les contrats locaux de santé, les CLS. Mais l'enjeu, évidemment, c'est du coup de voir que ça bouge, mais on ne peut pas s'en satisfaire puisqu'on voit qu'on a encore besoin de passer à l'échelle et on doit encore continuer les efforts pour pouvoir réussir à étendre les démarches, les initiatives UFS dans tous les territoires. Le deuxième point, c'est de garder vraiment en tête, et ça c'est aussi un message pour les collectivités, que les politiques d'aménagement et d'urbanisme sont vraiment reconnues, il y a consensus scientifique, comme étant des leviers pour agir sur la santé, l'environnement et le climat de façon simultanée. Et l'enjeu, c'est de pouvoir du coup, s'approprier les outils et les méthodes afin de pouvoir anticiper les impacts, questionner les impacts santé, environnement, climat avant la mise en œuvre et de formuler un certain nombre de recommandations pour intégrer ces enjeux. Je l'ai dit, l'approche par l'éco-bénéfice nécessite bien évidemment de réussir à collaborer, de mettre en œuvre une collaboration intersectorielle et interdisciplinaire. Et ça questionne aussi la mise en place, enfin, les modalités de gouvernance de nos projets d'aménagement dans lesquels il faut réussir à mettre en place à l'ensemble des experts, notamment les collaborations santé publique, aménagement, urbanisme. La démarche UFS implique tous les acteurs. C'est vraiment pas un secteur qui est réservé à un groupe d'acteurs. Et ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que il y a besoin encore de continuer à mieux se connaître entre acteurs, parce qu'on peut aussi, nous, à travers nos formations, constater que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a un enjeu d'interconnaissance des acteurs pour comprendre les compétences et les missions de chacun via des formations, des temps d'échange, etc. Et avec, du coup, pour nous, au niveau national et même régional, en fait, réussir à articuler l'ensemble des rôles de chacun parce que chaque acteur a un rôle à jouer dans l'urbanisme favorable à la santé. Et le dernier point, donc, avant de conclure mon intervention, c'est du coup de recommander c'est se lancer, en fait, d'expérimenter, tester, d'en faire des bilans et de petit à petit, du coup, s'inscrire dans ces démarches d'urbanisme favorable à la santé. Donc, voilà, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. En tout cas, voilà ce que je pouvais en tout cas introduire dans le temps qui m'était imparti. Je vous remercie pour votre attention, puis je reste disponible pour les échanges. Merci beaucoup, Madame Rouet-Leguel, pour cette intervention qui introduit un petit peu, enfin, qui vient vraiment poser le contexte sur l'urbanisme favorable à la santé. On retient les deux grands principes de l'UFS, qui est donc d'aborder la santé via le cumul des facteurs et de considérer les territoires avec une approche intégrée santé, environnement, climat. Voilà, c'est vraiment intéressant de réaffirmer le rôle majeur finalement des politiques d'aménagement comme des leviers pour agir sur la santé et le climat. Et on va tout de suite
Merci pour cette intervention et on va tout de suite passer à une mise en application concrète avec la PVD de Dinan. Donc voilà, Julien Aumont, je vous passe la parole en tant que chef de projet PVD sur les actions de renaturation et de traitement des îlots de chaleur. Merci Madame Puzna. Je vous laisse passer à la prochaine diapositive. Donc voilà, Dinan, donc c'est un territoire, c'est une commune qui se situe en Bretagne, donc dans la région des Côtes-d'Armor, donc comme vous pouvez le voir dans l'ouest de la France. Je vous laisse passer à la prochaine diapositive. Voilà. Moi j'ai choisi de vous présenter un projet, une action de renaturation et de traitement des îlots de chaleur urbains. Sur une place qui est un espace public majeur de la ville de Dinan. Donc la ville de Dinan, c'est une commune qui compte 16 000 habitants, une commune nouvelle depuis 2018 qui a été jumelée avec la commune juste à côté de Léon. Donc on est une commune PVD depuis 2021, à savoir qu'on se situe dans le territoire de Dinan Agglomération, qui est une intercommunalité qui regroupe 64 communes et près de 100 000 habitants. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un site patrimonial remarquable avec une âge de construction plutôt aux alentours du 11e au 13e siècle sur cet espace qui s'est totalement développé durant les périodes de commerce du, euh, de l'époque médiévale. Cette place fait l'objet d'un projet de renaturation et de désimperméabilisation de l'espace urbain, comme vous pouvez le voir, avec un espace des espaces de pavés et de parking au centre de la place. Donc, je vous laisse passer à la prochaine diapositive. Au niveau du calendrier du projet, c'est un projet qui est porté depuis le précédent, qui a été évoqué lors du précédent mandat communal, mais qui est porté du coup depuis le début de l'année 2020 avec une étude de programmation qui a été faite sur la place, qui a été co-construit avec les habitants et les commerçants. Donc c'était vraiment un objectif de sensibilisation et de concertation avec les habitants. L'époque Covid, pendant un an et demi, a freiné l'avancée du projet, mais qui a été repris avec le lancement de maîtrise d'œuvre en 2024 et plusieurs réunions d'information auprès du public, à la fin 2024 et début 2025. Les travaux des réseaux, ils ont commencé à la période fin 2024 et début 2025 et ils ont été achevés en mars 2025. La consultation des entreprises, elle a été faite en février 2025 et on part sur les travaux de réaménagement de la place sur à peu près 9 mois, jusqu'à la fin de l'année. Le constat actuel de la place, avant, on était sur un espace qui était principalement occupé par la voiture avec des facteurs de pollution de l'air, de nuisances sonores et d'îlots de chaleur urbains qui étaient très présents et prégnants pour les riverains. On avait également un risque d'inondation fort lors des épisodes de fortes précipitations. Donc, comme on a pu le voir, c'est l'adaptation au changement climatique aussi, l'urbanisme favorable à la santé. Et la Bretagne n'est pas épargnée par les fortes inondations, les fortes précipitations en début d'année, mais aussi par la sécheresse qui touche nos territoires durant la période estivale. Voilà, on avait des rues adjacentes, qui a un environnement urbain très pavé, imperméable, qui était contraint à des fortes inondations. On avait également un conflit d'usage dans la circulation entre les usages, les piétons, entre l'usage des piétons, des cérémonies religieuses avec la basilique Saint-Sauveur qui fait orchestre, qui fait lieu de chef d'orchestre de la place et le déplacement des véhicules. Un aménagement qui ne répondait pas aux standards du centre historique de la ville de Dinan, qui est un lieu touristique majeur, mais également dans un objectif de modernité et de prendre en compte la santé des riverains sur cette place. C'est tout l'enjeu de cet aménagement. Je vous laisse passer à la prochaine diapositive. Les synthèses du programme, c'était de redonner la priorité aux piétons sur la place, en faveur du cadre de vie, mettre en valeur la basilique Saint-Sauveur, c'est un édifice qui date du XIIe siècle, qui est d'une période romane plutôt. Permettre à tous les usages de cohabiter dans un espace vécu mais à la saisonnalité marquée. Faire favoriser l'apparition d'événements au cœur de la place. Il y a également l'objectif de garantir une accessibilité des flux et conforter un fonctionnement adapté aux évolutions de la place.
Donc il y a une stratégie végétale qui a été mise en place. Donc on se situe sur un périmètre opérationnel de 2600 mètres carrés avec une désimperméabilisation à hauteur de 2000 mètres carrés. Donc il y a plus de 80%, 70 à 80% du projet qui va prendre en compte les eaux pluviales à travers l'installation de 10 massifs de végétation et la plantation notamment de 10 arbres. À savoir qu'aussi, voilà, le plan d'aménagement de la place Saint-Sauveur prévu, avec des grandes traverses de part et d'autre de la place, qui permettront en fait de récolter les eaux pluviales pour les emmener directement vers les massifs de végétation et vers différents dallos qu'on peut voir lors de la prochaine diapositive. Donc on voit ici, il y a un traitement qui a été fait par des chaussées drainantes qui amènent directement vers les arbres. Donc ce sont des tilleuls qui datent, les tilleuls ont plus de 2 siècles. Ils font partie du patrimoine paysager remarquable de la ville. Ils ont été conservés et remis en valeur avec des pourtours réaménagés, donc laissant place à à leur facile développement. On peut voir de la prochaine diapositive, donc voilà, on voit la gestion intégrée des eaux pluviales qui rentre en compte avec l'installation de 3 fossés drainantes de part et d'autre de la place et une chaussée réservoir devant la basilique Saint-Sauveur. Donc à savoir qu'on pourra recueillir près de 16 mètres cubes sur l'ensemble de la place Saint-Sauveur et donc favoriser la prise en compte des inondations futures. Voilà, donc au niveau des travaux, donc aujourd'hui on est en plein phase travaux, donc comme vous pouvez le voir, on a enlevé tous les pavés de la place Saint-Sauveur. Il y a eu un réemploi qui va être mis en place sur l'essentiel des matériaux. Donc on récupère l'ensemble des pavés, ils seront remis après avoir installé les chaussées drainantes. Donc on est sur un projet à 1 520 000 euros. Et donc à titre de petite vue de main, donc on a eu l'opportunité d'avoir une décile, donc à hauteur de 250 000 euros. Et on a également candidaté au projet Fonds Vert, donc de renaturation des villes et villages, à hauteur de 378 000 euros. Donc à venir, sur la phase chantier du projet, on part sur l'avis de l'ABF sur la pose des pavés, car on se situe en site patrimonial remarquable. On a également des visites de chantier récurrentes avec Madame la sous-préfète donc de Bretagne, l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur l'instruction du fonds vert qui va venir également, la DDTM aussi. Et on prépare une commission d'indemnisation des commerçants sur l'ensemble de la place. Donc il y a 10 commerçants pour les indemniser sur la phase travaux. Donc voilà, sur le réaménagement de la place Saint-Sauveur à Dinan. Donc on est vraiment sur une place structurante et un projet donc à forte ambition sur la prochaine année avant la fin de mandat de notre maire de Dinan. Donc voilà, les objectifs sont vraiment d'améliorer la qualité paysagère et sonore pour les riverains, tout en limitant la place de la voiture qui sera condamnée et donc favoriser la végétation, le cadre de vie des habitants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Aumont, pour cette présentation qui était très intéressante et qui donnait à voir des aménagements concrets en lien avec le changement climatique que connaît la région et plus particulièrement la ville de Dinan. Voilà, c'est avec des illustrations très pertinentes. Merci beaucoup. On va maintenant passer à l'intervention de Valentin Coll, qui est donc chef de projet à la Mure en Isère, pour évoquer la requalification des espaces publics. La Mure, qui est une PVD très engagée en matière d'urbanisme favorable à la santé. Je vous laisse la parole, Monsieur Coll. Oui, bonjour. Donc, vous voyez, on est à Lamure, petite ville de 5000 habitants en Isère. Voilà, on est à 45 minutes de Grenoble, mais on est séparé géographiquement par une altitude différée. Donc, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, on a un territoire plutôt indépendant de la métropole. C'est important de le savoir. On est une ville centrale dans le territoire. Donc, il y a 43 communes avec 20 000 habitants. Et donc, nous, la démarche santé, ça a commencé plus en 2020, où il y a eu 2019, il y a eu une étude sur l'habitat. Et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes nous a contactés pour faire une étude sur la santé. Donc, au début, les élus ne savaient pas vraiment ce que c'était.
Et puis en fait, en déroulant l'étude préparationnelle sur l'habitat, on a remarqué qu'il n'y avait pas des problèmes de santé seulement dans l'habitat, il y avait aussi des problèmes en termes d'aménagement urbain, de place de la voiture aussi, euh, après, on a aussi pas remarqué que des problèmes, mais aussi des avantages de notre ville, c'est qu'on a aussi on a beaucoup de commerces et des commerces qui sont aussi favorables à des facteurs importants de santé. On a aussi un hôpital, on a aussi pas mal de- de structures qui sont favorables à la santé. Et donc, pour développer notre ERT, notre programme de revitalisation du centre-ville, on est parti de cette thématique santé et on l'a découlé un peu dans toutes les autres thématiques. Donc, au final, ça a commencé par l'habitat. Mais quand on a étudié les mobilités, on a regardé un peu plus précisément les mobilités douces, évidemment. Sur l'économie, on a regardé quel type de commerce et quel type de commerce était à favoriser ou pas. Tout ce qui était identité, formes urbaines, espace public. Et donc, un peu dans chaque thématique, on a dans notre diagnostic, dans chaque thématique, on a regardé un petit peu tout ce qui correspondait à la santé. Donc ça, c'est ce qu'on a fait plutôt 2021 et on a signé notre convention en 2023. Je ne sais pas si vous pouvez dérouler au... Voilà. Et donc après, donc pour chaque thématique, on a essayé de dérouler des actions qui correspondaient, qui semblaient répondre à ces enjeux de santé. Donc par exemple, sur l'habitat, on a lancé notre opération RU, donc opération d'amélioration de l'habitat, pour rénover les logements, parce qu'on a beaucoup de logements dégradés et qui créent des problèmes de santé en termes d'habiter dans le logement, mais aussi à l'extérieur avec des boîtes froides, avec des gens qui y habitent, qui ne peuvent pas rénover. Donc, on a donné des aides pour la rénovation. C'était vraiment la base. Ensuite, sur la mobilité et le commerce, on a aussi regardé un petit peu en termes de distance nos commerces où ils étaient situés. On a remarqué qu'ils étaient vraiment très très proches puisqu'on est une ville très concentrée. Et on a essayé de voir si, en termes de services, il y avait un peu tout ce qu'il fallait, puisqu'on est une commune rurale, donc forcément, les gens, pour travailler, ils utilisent aussi beaucoup la voiture et la voiture prend énormément de place. On a essayé de regarder un peu, quand on habite dans le centre, quels sont à quoi on a accès. Et en fait, on a accès à peu près à tout, puisqu'on a aussi, en termes de services publics, dans la ville, on a à peu près tout. Euh, et donc, on a un peu revu notre plan de circulation pour qu'il corresponde mieux à la réalité de la ville. C'est-à-dire qu'avant, tout était très centré sur la voiture, il n'y avait pas de réglementation particulière sur les voiries. Euh, nos profils de voirie étaient très axés sur la circulation automobile. Et donc maintenant, on va essayer de rééquilibrer. Donc, une action qui n'a pas forcément coûté énormément d'argent, mais qui est la première pierre, déjà, ça va être de mettre en place des zones de circulation qui soient cohérentes par rapport à l'habitat et puis de favoriser un peu plus la marche et le vélo, même si les gens ont des besoins d'utiliser la voiture, et ben, c'est essayer de rééquilibrer un peu les espaces. Donc, ça a commencé par la réglementation, et puis maintenant, on travaille sur les espaces publics. Donc avant, en 2018, il y avait déjà une rénovation qui a été faite sur notre rue principale que vous voyez sur la photo, qui avait pris déjà ses enjeux sans forcément les formaliser dans des documents d'urbanisme, mais qui avait voilà, l'augmentation des trottoirs, mais il y avait aussi des défauts qu'on essaie de corriger. On a une place, alors je ne sais pas si c'est dans les diapos suivantes, voilà, notre place principale qui est la place Pasteur, qui était qu'on voyait sur avant, voilà, c'était un grand parking d'enrobé, qui est le lieu juste en face de nos bars, l'endroit central de la ville. Et l'objectif, c'était pour répondre à ces enjeux de santé, ça va être de faire de la rénovation. Alors, on ne savait pas exactement comment faire, et puis on n'avait pas forcément le budget pour faire dans un gros projet d'aménagement direct. Donc, on a fait l'aménagement temporaire dans le premier temps. On a été accompagné par l'ADEME, justement, sur les questions de santé avec l'expert Urba Santé qui nous a donné un peu des conseils. On a fait un aménagement temporaire qu'on a mis en place l'année dernière, qui ne nous a pas coûté non plus très très cher en termes de réaménagement. Donc déjà, cette démarche qui a été expliquée plutôt de tester, c'était un peu ça l'objectif, c'était de tester avec du mobilier qui bouge, et puis de voir un peu les réactions et essayer d'améliorer. Donc forcément, il y a eu des réactions un peu vives au début des commerçants et des habitants, parce que dès qu'on touche à la place de la voiture, même si on essaie d'expliquer les enjeux de santé, c'est toujours un peu flou pour les personnes. Ça a très bien marché sur les élus, mais dès qu'on a essayé d'expliquer aux gens notre démarche, c'était plus dur.
Ça paraissait un peu trop indirect pour eux, les impacts. Mais voilà, donc on a fait notre aménagement temporaire. Maintenant, on va essayer de lancer, on s'est lancé dans l'aménagement final. Et pour faire l'aménagement final, vu qu'on n'arrivait pas à trouver un petit peu un consensus, on a fait une votation sous aussi le conseil de l'ADEME de comment sortir de ce projet. On a fait une votation, on a proposé aux gens trois projets qu'on a fait voter. Voilà, et il y a eu une grande participation des gens. On a essayé même dans les trois projets, même s'il y avait voilà, il y avait deux orientations, il y avait des gens qui voulaient vraiment du tout piéton et des gens qui voulaient vraiment du tout voiture. On essayait quand même, même sur le scénario de tout voiture, de quand même garder des principes du FS voilà, dans le projet, c'est-à-dire que même s'il y a du stationnement, même s'il y a encore de la voiture, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Il y a quand même c'est beaucoup plus végétalisé. Il y a quand même voilà, des éléments qui sont présents. Donc voilà, c'est notre gros projet urbain. Et après, on a eu d'autres projets. Voilà, c'était ça. La santé doit pas vraiment être perçue, doit être perçue autrement. C'est vrai que les gens, quand on leur parle de santé, on a essayé de leur parler de santé. Ils pensaient toujours au service de soins, et c'est vrai que le service de soins, c'est important. D'ailleurs, nous, on a la chance d'avoir un hôpital, mais il nous manquait quelques spécialistes comme un dentiste, ce genre de choses. Donc, on a une maison de santé qui va s'ouvrir, donc ça, on est très content. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et donc, ça peut être des gros projets, effectivement, des gros projets de réaménagement qui coûtent effectivement très, très cher. Ça peut être des projets plus petits, des projets, des petits projets avec de la peinture, effectivement, du mobilier. Ça peut être aussi regarder dans sa réglementation qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Ça peut être des fois on a aussi essayer de lancer le permis végétalisé, donc c'est pour permettre aux gens de réinvestir l'espace public. Essayer de faire plusieurs choses qui, au final, quand elles font ensemble, c'est cohérent, quand on les explique, ça paraît logique qu'on ait fait ça comme ça, mais avant, ou plutôt avant que les élus le prennent en charge, c'était plus bon, on va faire ce projet-là, et ça n'avait pas forcément de lien avec autre chose. En fait, on avait remarqué que quand on traite l'habitat, le mieux c'est de traiter quand même un peu tout en même temps, quoi. Et donc, c'est de prendre ce fil rouge de santé pour faire un peu tout le projet du centre-ville. On a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, on est dessus. Je sais pas si. Merci beaucoup, Monsieur Cole, pour cette intervention vraiment riche et très complète qui permet vraiment de voir toute la stratégie à 360 en matière d'urbanisme favorable à la santé qu'il est possible de mettre en place à la fois sur l'habitat, les mobilités, les espaces publics, les usages. Donc merci beaucoup pour cette présentation qui rappelle également que la santé, ce n'est pas juste avoir accès à des dispositifs de soins, mais c'est aussi voilà, favoriser un environnement au sein de sa PVD grâce à des aménagements urbains. Nous allons tout de suite découvrir maintenant à la mise en application de l'accompagnement du CAUE du Loir-et-Cher avec la PVD de Bracieux. Donc Monsieur Bourget, je vous laisse la parole en premier et ensuite Madame la maire, je vous laisserai la parole. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous présenter un peu les CAUE pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, les CAUE, c'est une association loi de 1901, fondée en 1977 pour promouvoir la qualité architecturale. Donc, c'est lié à la décentralisation. Il en existe pratiquement un par département. Donc, c'est Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Vous pouvez passer à la diapo. Voilà. Il existe 4 missions qui sont principales au sein des CAUE. Sachez que chaque CAUE a des fonctionnements différents. Et donc, moi, je vais vous présenter un fonctionnement, mais le mieux, c'est de se rapprocher de votre CAUE de votre département pour savoir ce qu'ils font exactement. Mais nous, donc les missions générales des CAUE, c'est conseiller et accompagner à la fois les collectivités et les porteurs de projets privés, donc plutôt les particuliers, qui est souvent la mission principale, aussi former, donc que ce soit aussi les élus, et enfin informer et sensibiliser. Donc on est sur les 3 volets de l'architecture en l'englobant dans sa généralité. Donc, pour ce qui concerne le CAUE du 41, on est une équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes, d'architectes et d'urbanisme d'urbanisme programmiste, avec des fonctions support qui nous accompagnent pour mener à bien nos missions. Et donc, nous, au sein du CAUE, les démarches du FS, elles sont arrivées grâce en discutant un peu avec notre ARS régionale et départementale. Donc, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que
notre place dans le fonctionnement des projets urbains avait pour rôle aussi, pouvait être attrait à la santé. Donc ça, c'est des choses qu'on a commencé à formaliser à partir de financement de l'ARS lorsqu'on a commencé à répondre à des appels à projets avec eux, à créer des appels à projets avec eux, et aujourd'hui à conventionner avec eux pour des postes dont le mien, qui est financé en grande partie par l'ARS, pour diffuser et infuser l'urbanisme favorable à la santé au sein du CAUE du Loir-et-Cher et au sein du Loir-et-Cher. Il y a aussi, donc ce qui est important aussi dans les démarches UFS au CAUE, et ce que permet le fait d'avoir un poste comme le mien, c'est de se lier avec des partenaires aussi. Parce que comme l'a présenté Anne Rouet-Legal, on ne fait pas de l'urbanisme favorable à la santé tout seul dans son bureau. Il faut aller voir des autres partenaires. Il faut discuter, il faut comprendre aussi, et pour comprendre les co-bénéfices de chaque action et chaque rôle d'aménagement. Donc là, vous avez oui. Et donc, au sein du CAUE 41, on a intégré l'UFS dans nos missions générales avec 2 stratégies d'intervention dans les projets. Donc, une plus autour de la sensibilisation et pour ce qu'on dit en général dans les CAUE, c'est qu'on transforme les idées des élus en projets. Donc, on les accompagne à formaliser une idée, à transmettre en projet. Et donc, dans ces missions-là, il y a 2 possibilités. Soit on les sensibilise avec un regard complémentaire. Donc là, autour de la santé, donc on a développé des outils ludiques pour essayer de faire rentrer la santé comme un enjeu, comme ça peut être les usages voilà, au sein des projets. Et le deuxième, c'est d'aborder la santé comme une porte d'entrée principale dans les projets d'aménagement. Donc là, on va être plutôt sur des études stratégiques ou des études préopérationnelles. Vous pouvez passer. Donc, dans un premier temps, je vais vous détailler un peu les outils qu'on a mis en place. Donc là, c'est des outils qui font. Tous nos outils ont pour rôle de faire le lien entre santé et aménagement. Que ce soit, parfois, on ne le présente même pas comme un outil urbanisme favorable à la santé. On le présente juste comme un outil d'aide à la décision. Souvent, c'est principalement ça, parce que notre définition de l'urbanisme favorable à la santé, c'est principalement faire des choix éclairés sur une question d'aménagement. Donc là, ce jeu des ICU, la commune de Bracieux a pu le tester lors d'un séminaire qu'on a organisé avec l'ARS. Et donc, ça prend en compte en fait le changement des matériaux et leur impact sur la santé, leur impact sur l'îlot de chaleur, leur impact sur la qualité de l'eau, leur impact sur la qualité des sols. Et donc, on avait conjointement à ce jeu-là, on avait créé des fiches matériaux qui disaient, voilà, si vous remplacez en goudron, ça fera ça, ça aura tel impact sur la santé, tel impact sur la qualité des sols. Le jeu des correspondances qui est juste à côté, c'est un simple jeu d'appropriation en fait, la plupart des gens qu'on rencontre ne sont pas acculturés aux démarches d'urbanisme favorable à la santé, ni aux déterminants de la santé. Et donc, le jeu à droite est important dans ce sens-là aussi de faire monter en compétence tous les personnes à qui on discute, donc que ce soit les élus, les techniciens et nos partenaires. Donc, avec ce jeu-là, c'est juste lié, on leur demande juste de relier les déterminants de la santé qui pensent pouvoir être touchés par un projet d'aménagement. En autre outil, donc ça c'est vraiment des outils d'introduction, c'est la base qu'on fait dans les projets. Ensuite, on a des documents qui nous permettent de les mettre dans les cahiers des charges qu'on transmet ensuite aux communes, dans nos rendus, dans les projets qu'on accompagne. Voilà, ça nous fait des documents un peu cadres et se détermine. Ce poster-là était par exemple intégré à la fiche que la commune de Bracieux a transmise au maître d'œuvre pour la consultation. Et donc lui, notre idée, c'est de rendre compte de ce que c'est qu'une désimperméabilisation de cours d'école et une renaturation en lien avec les déterminants de la santé. Et donc chaque aménagement a un rôle, peut avoir un impact potentiel sur la santé et avec plus ou moins de force. Et donc c'est des documents qui nous permettent de discuter sur ces sujets-là avec les élus et les maîtres d'œuvre, celui-ci aussi. Et enfin, le dernier document, donc c'est une sorte de synthèse, bon, on ne le voit pas très bien là, mais
je sais pas si c'est mon ordi, mais c'est l'idée toujours de lier les questions d'aménagement et de diagnostics territoriaux. Donc là, on retrouve les 12 déterminants de la santé qui sont divisés dans les 4 catégories principales qui ont été présentées tout à l'heure, et avec un diagnostic par commune. Et donc on va aller en commune et on va mettre en perspective les données de santé, d'état de santé des populations, donc que ce soit des chiffres de mortalité, des affections longue durée, avec des données plus larges sur la qualité de la biodiversité, l'intégration des trames vertes, trames bleues, les scores, les indices de vulnérabilité à la chaleur qui sont disponibles, la qualité des eaux, la qualité des sols. Et donc, on va mettre en débat ce diagramme-là comme une base pour ensuite porter des actions au sein des communes. Et donc ensuite, ça nous amène à la deuxième catégorie d'intervention qu'on propose aux collectivités. Ça nous permet d'aborder la santé comme une porte d'entrée dans l'aménagement. Et donc nous, on le fait principalement, et le plus important pour nous, c'est avant tout une méthode pour nous, l'urbanisme favorable à la santé. C'est d'abord d'intégrer les élus, de participer avec eux. On ne va pas travailler en chambre et faire de l'urbanisme favorable à la santé. Nous, ce qu'on veut, c'est leur regard. C'est eux qui connaissent les élus, leurs communes. Et quand on le peut, mais ça, c'est pas toujours le cas, d'aller intégrer les habitants et les usagers dans les expériences précédentes qui ont été présentées précédemment le racontent très bien. Il faut le partager. C'est comme ça qu'on mettra en place une méthode favorable à la santé. Donc là, je vais vous présenter un autre, désolé pour le programme Petite Ville de demain, mais je présente un autre dispositif de la NCT qui est Village d'avenir, avec la commune de Valloires-sur-Cisse qu'on a accompagné. Donc on leur a fait faire un diagnostic en marchant, on a exprimé leurs besoins, on leur a présenté leurs données de santé, donc à travers un portrait de santé, qui nous a permis de mettre en valeur toujours cette idée de mettre en questionnement les données de santé et les données de santé environnementale, santé des interactions sociales, santé de l'activité physique sur la commune, avec des indicateurs, ce qui nous permet d'aborder les questions par la suite. Sur le diaporama suivant. Et donc, ça nous amène donc, dans cette démarche plutôt stratégique à Valloires-sur-Cisse, on a construit avec eux une sorte de hiérarchisation des projets sur les 10 prochaines années, 15 prochaines années. Et donc, l'urbanisme favorable à la santé et les déterminants de la santé nous ont permis une hiérarchisation des projets, en fait. Au-delà de l'aspect financier que vous voyez, les petits bonhommes, c'est l'implication des élus, l'aspect financier et l'implication des techniciens. On a réalisé ces petites cartes, et au-delà de ces petites cartes, on avait l'impact potentiel sur la santé et des références. Et donc, on a travaillé avec eux pour proposer une hiérarchisation, pardon, j'ai un peu de mal avec ce mot, une hiérarchisation des projets sur les années, en se disant, bon, bah voilà, d'abord, on va regarder l'aspect financier et on va regarder l'impact sur la santé. Et si on a des déterminants de la santé qui ne sont pas impactés, on va essayer d'aller chercher un autre projet et de le ramener au début. Et ça nous a permis, on l'utilise beaucoup comme ça aussi sur un outil qui fait la balance aussi, qui nous permet de décider, d'éclairer notre choix d'éclairer le choix politique. Et ça, c'est très important. Donc un deuxième projet qu'on a accompagné, donc lui, on n'est pas dans le stade des opérations stratégiques, des accompagnements stratégiques, mais ici plutôt préopérationnels. Donc c'est-à-dire que après ça, la commune peut aller consulter des maîtres d'œuvre sur ces projets-là. Donc nous, on va leur donner une direction, on va les accompagner sur le projet. Et donc là, l'idée, c'était ils sont venus nous voir pour un parcours santé. Et donc vous connaissez un peu les parcours santé. Nous, on a l'habitude dès le début de la réunion, de leur dire que non, ce n'est pas un parcours santé, c'est un parcours sportif. Et c'est fait pour faire du sport et pas faire de la santé. Et donc, tout le but du projet, partant de ce postulat-là, on a déroulé le fil avec la commune de qu'est-ce que c'est qu'un parcours santé avec eux. Et ça, c'était assez intéressant parce que du coup, on a pu tirer un fil assez long. Donc, on est parti de ce diagnostic-là. Donc, c'est une grande vallée, une petite vallée, un petit vallon qui longe des grands espaces verts aujourd'hui communaux qui sont accessibles, mais pour lesquels ils voulaient augmenter un peu leur attractivité, qui voulaient qu'il y ait plus d'usage autour, plus d'activités, voilà.
Et donc, on a réalisé avec eux ce diagramme que vous voyez, sur lequel j'ai zoomé, vers un aménagement favorable à la santé. C'est quoi les objectifs d'un aménagement favorable à la santé autour de ce cheminement-là? Et donc, on a pris les déterminants de la santé un par un. Donc, vous voyez le rapport avec le portrait de santé qu'on a présenté tout à l'heure. L'idée, c'est toujours de faire le lien entre aménagement et déterminants de la santé. Et donc, à travers ces sujets-là, d'apporter des éclaircissements sur une décision politique, une politique d'aménagement et d'apporter un éclairement sur les déterminants de la santé et donc la santé de leurs usagers et aussi de leur proposer un discours politique auprès de leurs habitants. Et donc, ça nous a amené à développer un peu ces outils-là. Et dans le zoom du projet, après, en avançant le long du projet, on a détaillé chaque type d'aménagement. Donc là, par exemple, je vous ai fait un zoom sur l'aménagement de la boucle de la Guinguette. Donc ça, c'est au-delà du parcours qu'ils avaient créé le long du Réveillon. C'est la petite rivière qui coule dans cette commune. Et avec les démarches d'urbanisme favorable à la santé, on a apporté le questionnement aussi de qui est sur ce site-là, qui pourrait utiliser cette balade-là. Et donc là, on a créé une autre boucle, une petite boucle qui s'appelle la boucle de la Guinguette et qui est du fait que sur cet espace-là, sur ce zoom-là, vous voyez qu'il y a une MARPA, donc une résidence pour personnes âgées, et que en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne pourront pas aller jusqu'au bois qui se situe à 2 km, et donc il fallait créer une autre boucle destinée à eux. Et donc, c'est là où on a fait évoluer le projet en se disant que chaque personne avait des besoins différents, et donc on allait créer cette boucle-là, et donc mettre en avant les déterminants de la santé qui seraient impactés par cet aménagement-là, tout en gardant en compte les points de vigilance. Et c'est bien ça, un des plus importants dans nos accompagnements d'urbanisme favorable à la santé. C'est bien de mettre en compte les impacts positifs qu'on va avoir, mais aussi les points de vigilance qu'il faut avoir pour ne pas dégrader une situation initiale. Et donc ici, par exemple, pour un aménagement pour des personnes âgées, on sait qu'il va falloir un accès facile au sol, mais du coup, enfin, un accès euh, carrossable, c'est pour les voitures, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce sol-là ne sera pas un sol, ne sera moins un sol vivant. Et donc, il y a cette balance-là aussi de rendre accessible cet espace-là, mais on va dégrader un sol. Et donc, il y a un peu ces jeux-là de choix entre deux déterminants de la santé, de se dire c'est lequel prioritaire. Ok, nous, on veut que les personnes âgées puissent sortir, donc c'est prioritaire. Mais c'est pas grave, on a en tête le fait que la qualité des sols sur cet espace-là sera un peu réduite. Et donc, on va travailler dessus à un autre endroit. Et c'est un peu cette idée-là de faire des choix en balance. Et voilà. Et donc, je laisse la parole à Hélène Payou. Madame Pusna, vous faites la transition, c'est ça? Oui, bah, je vous remercie juste, Monsieur Bourget, de cette présentation qui est très complète, vraiment qui, on l'espère, permettra à tous les PVD qui souhaitent en saisir de pouvoir solliciter l'appui des CAUE, puisque, comme vous l'avez très bien présenté, vous permettez de répondre à un nombre de demandes assez différents et donc avec des outils très divers, assez intéressants. Je vous laisse la parole, Madame la maire, pour la PVD de Bracieux. Eh bien, bonjour, merci de nous avoir conviés à cette visioconférence. Bracieux est un petit village entre Chambord et Cheverny, donc dans un secteur plutôt patrimonial, mais un tout petit village puisque 3 km² sur lesquels vivent à peu près 1400 personnes. L'année 2016 nous a appris que nous n'étions pas du tout à l'abri en cas d'inondation, puisque nous avons été complètement inondés. Il n'y avait plus que le cœur du village qui était au sec. Et les habitants ont alors pris conscience de l'importance de s'intéresser à l'eau et à l'évacuation de l'eau de pluie. Nous avons un réseau unitaire qui est vraiment saturé en cas de forte pluie et la cour d'école est complètement inondée quand on a de fortes averses, puisqu'on n'arrive pas à éliminer assez vite toutes ces eaux de pluie qui arrivent rapidement. Quand le CAE a lancé son appel à projet sur l'eau, source de vie dans ma cour d'école, nous avons
postuler et nous avons eu la chance d'être retenus, ce qui nous a permis de travailler effectivement avec le CAUE et le CDPNE pour savoir comment améliorer ces conditions d'abord d'évacuation d'eau et puis en même temps rendre la cour d'école plus sensible à la santé des enfants et des enseignants qui y travaillent. Donc, un travail collaboratif a été mis en place avec les élèves et avec les enseignants. Et de ce travail collaboratif, il a été retenu un certain nombre de projets, de plans. Et ils ont pu s'exprimer sur l'usage qu'ils voulaient, les enfants ont pu s'exprimer surtout sur l'usage qu'ils voulaient faire de la cour d'école et ce qu'ils aimaient dans leur cours, mais ce qu'ils n'aimaient pas également. Et puis, comment ils imaginaient leur cour d'école de demain. Donc, ce travail a permis d'exprimer des besoins, des désirs qui ont été retranscrits par le CAE et donc de présenter un projet qui respecte un environnement esthétiquement naturel, mais qui favorise aussi des îlots de chaleur, puisque on devrait pouvoir gagner entre 4 et 5 degrés dans cette cour d'école, et surtout récupérer 335 mètres carrés d'eau de pluie des toitures des bâtiments de l'école. Donc, nous avons fait appel à un maître d'œuvre et la consigne, voilà, a été donnée après les premiers plans du CAUE, fait avec les enfants et les enseignants, voilà, des demandes qui étaient faites par les enfants. Et de toutes ces réflexions, ce plan a abouti donc à l'automne 2025. Et là, nous sommes en train de recruter le maître d'œuvre pour mettre en place toutes ces propositions. Sachant que notre but quand même principal, c'est de favoriser une bonne santé des élèves, des enseignants et des habitants en général, d'intégrer l'évacuation des eaux de pluie, ce qui va permettre donc d'avoir des zones qui sont en béton désactivé et en béton drainant pour que l'eau des toitures soit réintégrée dans le sol, mais également une zone potagère pour que les enfants puissent cultiver avec leurs enseignants et apprendre à planter, à récolter. On aura aussi des endroits avec des petits fruitiers. Donc, ça, c'est le souhait aussi des enfants et des coins, des préaux. Nous avons deux beaux préaux. Donc, un préau qui sera un préau avec temps calme et un autre préau où les enfants pourront avoir des activités plus sportives. Donc, les gains de ce projet, c'est quand même avant tout de permettre de renforcer les compétences psychosociales des enfants, d'avoir une cour d'école plus végétalisée, donc apaisée, plus propice à la biodiversité, une cour 100% perméable grâce à l'option du béton drainant. Les pluies sont donc infiltrées plutôt que renvoyées dans le réseau. Et la garantie d'un îlot de fraîcheur avec une réduction de température d'entre 4 et 5 degrés d'après les études lors des épisodes de forte chaleur qui peuvent arriver dès le mois de juin maintenant et encore au mois de septembre. Donc, ce qui permettra d'avoir une cour plus confortable et que les enfants soient plus réceptifs aussi aux enseignements qui leur sont prodigués après. Le budget n'est pas... Alors, on a un budget qui a été évalué à 170 000 euros hors taxe par le CAUE. Nous avons fait des demandes de subventions auprès de l'Agence de l'eau à travers le Fonds vert, avec le CRST et le RAC. On espère pouvoir avoir 80% de subventions au total, ce qui qui laisserait 34 000 euros à peu près à la charge de la commune, à ce budget, il faut ajouter l'aménagement et les jeux qui seront installés dans la cour de l'école et que nous prévoyons de demander, puisqu'on a une association de réinsertion sur la communauté de communes du Grand Chambord qui fabrique du mobilier en bois et on fait appel à eux pour nous construire du mobilier pour la cour d'école. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur ce beau projet. Nous, on était ravis de pouvoir travailler avec le CEE parce qu'effectivement, c'est une priorité, je pense, dans nos communes de satisfaire la demande des parents qui ont envie d'avoir une école qui soit favorable à la santé, mais en même temps répondre aux problématiques d'évacuation des eaux de pluie, puisque bientôt nous allons devoir refaire nos réseaux d'eau qui sont unitaires pratiquement partout dans la commune, et c'est un premier pas vers ce travail.
Merci beaucoup, Madame la maire, pour la présentation voilà, du projet qui a été mis en place sur Bracieux avec l'aide du CAE du Loir-et-Cher. Merci beaucoup. Ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai vu que, il y a déjà plusieurs questions auxquelles nos intervenants ont pu répondre. Voilà, donc en attendant, si vous voulez vous poser de questions, n'hésitez pas. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble des intervenants pour leur présentation très riche et vraiment très diverse, qui, on l'espère, vous permettront de repartir avec des idées et des outils un petit peu plus précis pour mettre en œuvre vos projets en lien avec l'urbanisme favorable à la santé. Je vous rappelle que les replays de chaque webinaire sont présents sur la plateforme YouTube de la chaîne de programme Petite Ville de demain via un lien que nous avons publié notamment sur LinkedIn, puisque les vidéos YouTube ne sont pas encore répertoriées grand public, elles sont juste destinées aux personnes qui ont déjà le lien. Donc, vous pouvez retrouver ce lien sur notre post LinkedIn et nous en ferons un très vite pour faire un rappel de ce qui a été présenté dans ce webinaire. Nous nous retrouvons aussi ce jeudi 22 mai de 14 heures à 15 heures pour un nouveau webinaire, cette fois-ci plutôt lié au décryptage de l'offre de services du CEREMA, de l'ADEME et du réseau des villes santé OMS. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense, Madame la maire ou Monsieur Bourget, que signifie CRST ERAC de Monsieur Nion? CRST, c'est le contrat régional de solidarité territoriale. Contrat régional de solidarité territoriale et le RAC, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. C'est je suis en train de rechercher. Le RAC, je ne sais pas. Le CRST, c'est vrai que c'est un dispositif régional. Et C'est ça, il tout à offre, fait. c'est une déclinaison d'un programme régional qui offre qui subventionne des projets en lien avec tout type de projet, mais notamment la transition écologique. Oui, Très et le bien. RAC, Mm. c'est en rapport avec la Ouais. renaturation des villes et villages. En fait. Mm. Mm. Merci de cette réponse. Et alors, je pense que Madame Weber, vous parliez du projet de Lamur. Mais je crains que Monsieur Coll ne se soit déconnecté. On note bien votre question et on la relayera auprès de Monsieur Coll pour Lamur. Et en attendant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à partir de de cette semaine. Et surtout, je vous rappelle la tenue de notre atelier institut qui viendra vraiment clore cette saison thématique, qui sera l'occasion de venir échanger pendant 2 jours à Quimperlé, dans le Finistère, les mardis 24 et les mercredis 25 juin prochains. Donc ce sont 2 jours de rencontres nationales qui sont vraiment à destination des élus et des chefs de projet et des techniciens des communes Petites Villes de demain pour se réunir et échanger sur les leviers de l'urbanisme favorable à la santé. On aura un super programme, enfin on a un super programme qui prévoit des jeux sérieux, des arpentages, des visites, des temps conviviaux, des soirées, enfin une soirée culturelle et bien sûr des tables rondes et des temps d'échange sur l'urbanisme favorable à la santé. Vous disposez du lien normalement dans le chat pour vous inscrire. N'hésitez pas, on est aussi là pour si vous souhaitez nous poser des questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bien écoutez, je vous souhaite une très bonne Il y a, fin de il y a journée une... et je vous remercie d'avoir été présent à ce webinaire. Alors, Excuse-moi, madame. j'ai retrouvé, en fait, le RAC, c'est le réseau d'action climat et Ok, qui merci permet beaucoup. de financer quelques travaux dans les Ok, communes. président avec ce climat, très Voilà. bien. Et juste, il y a madame Weber qui demande s'il est possible de se procurer les outils présentés par le CAUE. Certains sont en ligne sur notre site, je crois, mais la majorité des outils, c'est des outils qu'on a fait nous-mêmes. Et je pense que suite à la formation avec le HESP, avec Anne-Auré et Logal, et donc c'est des outils qu'on a créés, qui sont adaptés à notre territoire. Et c'est aussi ça que je voulais dire pendant la présentation, c'est qu'il est important de s'approprier aussi ces démarches-là, parce que chaque territoire a ses problématiques en termes de santé et donc des outils des outils de sensibilisation différents. Mais n'hésitez pas enfin, c'est pas des outils très compliqués, notamment le jeu des correspondances qui fonctionne assez bien. Après, le jeu, on fait aussi je crois qu'on va commencer à le diffuser sous forme de formation, le jeu des ICU. Voilà, pour ces choses-là.
Merci de cette réponse. Alors, Madame Massiès, je vois que vous avez posé une question, mais alors, malheureusement, je pense que Madame la maire a quitté le webinaire. Écoutez, j'enregistre votre question et je lui pose la question et je vous transmettrai la réponse. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup et à très bientôt.